Merci Madame la Ministre. Merci aussi surtout d'avoir accepté de répondre à quelques questions. On a un peu de temps, je crois, pas trop. La première question. Ne vous battez pas. Jean-Paul Ortiz. Oui, merci, merci Madame la Ministre. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre discours et je voudrais revenir sur quelques mots que je reprendrai. Le premier, c'est prévention. Oui, les médecins libéraux sont très favorables à orienter notre système de santé vers la prévention. Ils sont prêts à y prendre toute leur place. Et de ce point de vue-là, il reste à mettre en place la reconnaissance de leur rôle dans la prévention, tout particulièrement dans la prévention primaire et secondaire, et faire que l'ensemble de notre système reconnaisse leur implication. Et de ce point de vue-là, je l'ai fait publiquement et je vous le renouvelle. Je salue votre courage sur votre position sur la vaccination obligatoire, parce que c'est aujourd'hui un problème de santé publique majeur dans notre pays. Et je crois pouvoir dire que vous pouvez compter sur les médecins de terrain pour accompagner les Français dans leurs doutes et dans leurs interrogations, pour qu'ils adhèrent largement à ce vaste défi de santé publique que nous sommes prêts à relever avec vous. Le deuxième mot que j'ai noté, c'est l'innovation. L'innovation sur le terrain, les médecins libéraux la font déjà, ici ou là, avec de grandes difficultés et avec beaucoup d'abnégation sur leur temps de vie, au-delà de leur vie professionnelle de soins, pour conduire des innovations organisationnelles, mais aussi des innovations scientifiques dans certains endroits, y compris en termes de recherche. La télémédecine est une évolution qui va impacter fortement nos organisations. Il faut donner aujourd'hui la chance à la télémédecine qu'elle n'échappe pas aux médecins et à notre système de santé solidaire. Et ce défi-là, également, nous sommes prêts à le relever. Le troisième mot que vous avez prononcé, que nous partageons, c'est le mot pertinence. Pertinence et qualité. Et je suis personnellement un ancien de la Chaise, dont nous avons partagé une maison commune à un moment donné. Et la qualité en médecine, en particulier en médecine libérale et dans nos établissements de soins privés, c'est un défi que nous avons su relever au fur et à mesure, alors que ça n'était pas dans notre culture, en tout cas pas de façon évaluée et contrôlée. Aujourd'hui, nous devons évoluer vers la pertinence et vous avez dit publiquement que vous étiez prête à rémunérer la bonne médecine à un juste prix. Relevons ensemble ce défi. Et il y a un quatrième mot que j'ai relevé. Vous avez commencé d'ailleurs par celui-là. Je veux renouer un pacte de confiance. Et je l'ai dit, la confiance, aujourd'hui, elle ne se décrète pas, elle se construit. Or, la médecine libérale, aujourd'hui, sort d'années noires, de crises majeures, d'incompréhension et de conflits enquistés avec les responsables politiques. Vous avez une responsabilité, une opportunité, c'est celle effectivement de renouer ce pacte de confiance. Je connais votre sens du dialogue et votre écoute, mais sachez que nous sommes en attente. Nous sommes en attente et en grande impatience. Vous avez parlé du tiers payant, vous n'avez pas employé le mot de généralisé, vous avez employé le mot généralisable. Permettez-moi de ne pas partager votre vision sur la partie de la population qui serait exclue des soins, parce que nous avons un système aujourd'hui qui couvre les populations les plus défavorisées. Souvent, elles connaissent mal leurs droits et nous avons des efforts à faire de ce côté-là. Et au-delà de ça, je voudrais rappeler ici que les médecins libéraux n'ont pas attendu des dispositions réglementaires pour faire du tiers payant beaucoup plus largement que ce qui est aujourd'hui
obligatoire de par la loi pour les populations couvertes par la CMU et la CMU-C. Et c'est une des fiertés de notre médecine libérale. Elle est à la fois libérale et sociale. Aujourd'hui, la confiance, il faut la construire et nous avons besoin de signes. Nous allons avoir bientôt, et c'est enfin ma question, le débat sur le PLFSS 2018. Tout le monde connaît les contraintes économiques du pays. Il y a des gestes qui permettront de restaurer la confiance. Un des gestes, c'est la problématique de l'article 99 qui enlève aux partenaires conventionnels une grande partie de leurs prérogatives. On ne peut pas construire, on ne peut pas co-construire un système basé sur la confiance si l'un des deux acteurs vient à une négociation conventionnelle avec la possibilité de ne pas conclure et de prendre lui-même et tout seul la décision. Il faut supprimer, c'est la demande que je vous ferai, cet article 99. C'est la première partie de la question que je vous pose. Et la deuxième partie, toujours sur le PLFSS 2018, bien sûr, nous connaissons les contraintes économiques. Quels seront les moyens globalement pour notre système de santé? Quelles sont les perspectives que vous pouvez donner? Et quelles sont les perspectives que nous pouvons donner pour accompagner ces défis que nous sommes prêts à relever pour la médecine libérale en termes de moyens? Certes, et nous sommes prêts à nous engager de ce point de vue-là dans des modalités que nous pouvons co-construire et des modalités y compris de rémunération et d'organisation différentes, mais quels sont les moyens et quels enjeux vous voyez sur l'avenir de notre système de santé, la place et les moyens alloués à la médecine libérale? Je vous remercie. Non, question complète, mais qui se termine par une question. Est-ce que le président de la République avait dit qu'il mettrait un ONDAM à 2-3 sur le quinquennat? Est-ce que les arbitrages ont avancé? Monsieur le Duc, c'est pour les compléter arbitrages un petit sont peu. en cours. Les arbitrages sont en cours. Il y avait effectivement une annonce du président de la République d'un ONDAM à 2-3. Les arbitrages seront rendus à la fin du mois et donc le PLFSS sera rendu public, je crois, le 29 septembre. Donc permettez-moi de ne pas pouvoir y répondre aujourd'hui, évidemment. Mon point de vigilance, c'est que les économies que nous ayons à faire n'impactent pas directement l'exercice de la médecine et donc la santé des Français. Si je peux dire ça comme ça. Normal, je suis médecin. Et si je devais commencer cette mandature par dégrader la qualité des soins dans notre pays, je serais embarrassée. Donc aujourd'hui, je vais faire attention à ce que les arbitrages ne touchent pas directement la qualité des soins donnés aux Français. Et je pense que nous avons des progrès à faire, collectivement. Monsieur Ortiz l'a dit, je pense que l'enjeu de pertinence est un enjeu majeur. Je pense que si nous avions plus d'actes, enfin des actes plus pertinents, et c'est souvent lié, par exemple, au manque de partage d'informations, parce qu'il n'y a pas de dossier médical partagé, efficace entre l'hôpital, la ville, etc. Les actes sont faits 2 fois, 3 fois. Tout ça coûte énormément. Une étude de la Sécurité sociale avait évalué le coût de la non-pertinence à 30% des coûts des actes. C'est énorme. Et quand je dis non-pertinence, ça ne veut pas dire un scanner qui revient normal. Parce que si on a demandé le scanner, il avait potentiellement une bonne indication de le demander. Je parle d'un scanner refait 2 fois à une semaine d'intervalle par 2 professionnels différents. Parce que errance diagnostique ou je ne sais quoi. Et c'est de ça dont on parle. C'est de la réelle non-pertinence. Et nous le savons tous dans notre exercice, nous le voyons. Plus le circuit du malade est complexe, plus il y a des redondances, plus il y a de la perte d'efficience. Donc je pense qu'on a des progrès à faire, ce qui veut dire des systèmes d'information partagés de façon à être plus efficients et plus pertinents. La confiance, Monsieur Ortiz, vous avez raison, elle ne se décrète pas, elle se construit aussi sur la durée. Ça ne veut pas dire
dès le premier jour d'une arrivée d'un ministre, répondre à toutes les demandes. Ça veut dire donnant-donnant. Ça veut dire qu'on travaille ensemble. Vous le savez, je vous ai sollicité lors de notre entretien, vous comme les autres syndicats, sur comment on allait avancer sur l'absence d'accès aux soins, les difficultés d'accès aux soins des Français. Et je vous ai dit, j'ai besoin que la médecine libérale nous montre qu'elle a le sens des responsabilités et qu'elle nous aide à couvrir le territoire par des organisations innovantes. Voilà, c'est la confiance, c'est que j'ai aussi besoin de vous sur le terrain pour vous investir dans les défis qui sont des défis sociétaux et que je ne peux pas, auxquels je ne peux pas répondre toute seule, auxquels l'État ne peut pas être le seul opérateur. Vous êtes les opérateurs du système de santé. Donc, moi, j'ai confiance dans notre capacité à construire un dialogue sur le long terme, avec le partage des constats. Et je serai toujours honnête et franche avec vous sur le partage des constats. Et je crois que quand déjà on a des constats partagés, il est plus facile de co-construire des solutions ensemble. Au niveau des innovations, Jean-Paul Ortiz en a parlé, et de la télémédecine en particulier, on a eu le sentiment qu'il y avait beaucoup d'expérimentations qui ne marchaient pas très bien, pas AirPad, Mais la télémédecine, vous allez avoir des mesures dans le PLFSS, des choses vont être facilitées. Oui, tout ce qui va être organisation innovante va être facilité dans les financements que nous allons mettre en place. Nous souhaitons une vraie transformation de notre système. Et tout cela n'a pas besoin forcément de réglementation, ça a besoin de libérer des énergies, de libérer des leviers, enfin de supprimer des verrous réglementaires. Et nous allons le faire pour faciliter notamment l'installation de la télémédecine. Si vous n'avez pas répondu sur l'article 99, c'est que vous ne vouliez pas répondre. Oui, parce que nous en parlons avec la CNAM, que nous l'avons évoqué. Cet article 99, je crois, il s'est appliqué essentiellement sur la radiologie, de ce que j'ai compris. Oui. Et que donc ça nécessite un travail spécifique sur la radiologie, plus que l'article lui-même. Voilà, une autre question. Alors, oui, vous vous présentez. Docteur Gouillou-Beauchamp pour le syndicat Le Bloc. Nous sortons de nombreuses années de préférences marquées et parfois médicalement inexplicables pour l'hôpital public, quel que soit son état, au détriment de l'hospitalisation privée, quel que soit son état, dans l'attribution des autorisations d'activité ou d'équipement. Il ressort pour beaucoup de libéraux une impression fâcheuse de n'être parfois considéré que comme une variable d'ajustement. Votre arrivée au ministère semble susciter chez les libéraux de nombreux espoirs pour changer cette situation. Êtes-vous favorable à un rééquilibrage dans les autorisations d'activité pour que le secteur libéral soit considéré avec plus d'équité et que l'efficience soit le critère principal d'attribution? Je ne rajoute pas de question à cette question. Alors, je vais vous répondre. Vous allez penser que je botte en touche, et je ne botte pas du tout en touche. Vous allez comprendre. Je ne supporte plus d'opposer le secteur public et le secteur privé. Je ne supporte plus d'opposer les médecins aux autres professionnels. Je ne supporte plus les oppositions de notre système qui fait que nous travaillons en silo depuis des années. Vous avez peut-être vu l'interview du président de la République dans Le Point, où il parle de décloisonnement. Et donc, je l'ai dit et je le redis, je pense que la bonne médecine, elle doit être rémunérée. Il y a aussi de la moins bonne médecine sur notre territoire, et celle-ci, elle doit disparaître. Donc, ça n'est pas la question de l'acteur, de l'opérateur, c'est la façon dont on travaille qui doit être regardée. Donc, je veux avancer là-dessus avec vous. Parce qu'il y a des pratiques, nous le savons, dont nous ne sommes pas fiers collectivement, qu'elles soient dans le secteur privé ou public. Et celles-là, nous ne devons pas être complaisants. Et il y a des gens qui travaillent remarquablement dans le secteur privé et dans le secteur public. Et ceux-là, il faut les reconnaître à leur juste valeur. Donc voilà, cette question
je n'y répondrai jamais de cette façon-là. Et alors, comment avancer quand même les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques? La pertinence, si nous sommes capables d'évaluer la pertinence des soins. Je vais vous donner un exemple. Je suis désolée, il y en a peut-être parmi vous, mais lorsque j'étais à la Haute Autorité de Santé, j'ai eu à regarder l'activité de chirurgie bariatrique pour l'obésité. L'obésité est un problème majeur de notre société. Cette spécialité s'est développée à bon escient pour des très gros obèses ou des adolescents en très grande difficulté à vivre et a réellement rendu service. Ça a été, pour certains, une orientation quasi exclusive de leur activité, au point que dans certains endroits, on fait grossir les obèses pour qu'ils aient les indicateurs nécessaires, l'indication nécessaire à être opérés, et où on ne fait plus que ça. Quand j'ai regardé ce qui se passait dans certains établissements de santé qui ne font que de la chirurgie bariatrique, aucun des indicateurs de pertinence de la chirurgie n'était respecté et aucun suivi recommandé n'était fait des malades après, avec les déficits vitaminiques que l'on connaît, etc. Et des problèmes psychologiques chez l'adolescent. Ça n'est pas tolérable. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à rémunérer cette médecine-là. Voilà, je suis très honnête, j'espère que je heurte personne, mais il y a des bonnes indications et des mauvaises indications. Mais alors, comment sanctionner, je dirais? C'est les professionnels entre eux, c'est l'HAS, c'est l'assurance maladie. Vous savez que ça existe? Moi, je pense que c'est toujours les professionnels entre eux, en ce sens que l'évaluation elle doit être faite par des pairs. Le contrôle de la pertinence ne peut pas être fait par un inspecteur. Le contrôle de la pertinence, c'est entre nous, parce qu'on connaît la complexité de la médecine. Et on sait que parfois, une recommandation, elle ne peut pas être suivie pour des raisons X ou Y, et on peut l'expliquer. Pour moi, l'évaluation de la pertinence, et le travail sur la pertinence, c'est entre nous. Mais qui précisément? Quelle structure? Les La Haute Autorité de Santé travaille là-dessus, je l'avais orienté là-dessus, j'espère que mon successeur le fera. Et votre successeur sera nommé quand? Alors, Jean-Paul Hamon. Oui, bonjour Madame la ministre. FMF. Jean-Paul Hamon pour la FMF. Le système de santé souffre d'une désorganisation et d'une concurrence déloyale entre l'hôpital et la ville du fait des financements parallèles et de l'attribution à la ville de dépenses générées en fait par l'hôpital aux dépens de la ville, 3 milliards. Les stages obligatoires des internes en libéral amélioreront certes la communication et la coordination. Madame la ministre, en attendant, êtes-vous prête à donner aux libéraux les moyens de s'organiser sur le territoire en déployant les moyens financiers pour les PTA et les CPTS? Êtes-vous prête, et vous avez partiellement répondu, à développer la télémédecine, à ne pas la limiter aux seuls EHPAD, à l'ouvrir également aux médecins, à tous les autres médecins, et notamment aux psychiatres et aux pédopsychiatres qui la réclament dans les zones particulièrement démographiquement faibles? J'aurais naturellement bien d'autres questions à vous poser, mais les organisateurs m'ont dit qu'on n'avait qu'une seule question à poser. J'aimerais vous remarquer que j'ai quand même été particulièrement plus court que mes petits camarades. Et donc, j'aurais naturellement des questions à vous poser sur la prévention, notamment sur la réforme de la médecine du travail, qui a été oubliée, je crois, dans la loi travail, et qui pourrait donner du sens aux médecins traitants. Vous le savez, je vous ai posé la question. J'aurais naturellement des questions à vous poser sur la communication entre médecins, le déploiement de la messagerie sécurisée. Mais je m'arrêterai là pour ça. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. 5 questions alors. Alors, Madame la ministre. Je commence par ApiCrypt. Normalement, j'ai fait évoluer les choses. Puisque c'est de ça dont vous parlez, monsieur? Oui. Pas que. La messagerie sécurisée est en train de, voilà, c'est en train d'être simplifiée. En tous les cas, dès mon arrivée, j'ai souhaité qu'on simplifie les procédures. Sur la psychiatrie et pédopsychiatrie, c'est un sujet qui m'importe énormément. Je pense vraiment qu'on a oublié la psychiatrie, on l'a délaissée, notamment la pédopsychiatrie. Je pense qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Et il faut impérativement que l'on facilite l'exercice, que l'on renforce les formations. Et la télémédecine, je me suis toujours demandé pourquoi elle n'était pas utilisée en psychiatrie, alors que d'autres pays, notamment les USA, en ont fait une priorité. Donc ça m'a échappé
Mais je ne laisserai pas cela de côté dans mon exercice à ce ministère. Sur médecine libérale, médecine hospitalière, vous l'avez compris, je ne souhaite plus raisonner comme ça, je souhaite raisonner en facilitant des organisations territoriales. Elles peuvent être libérales, elles peuvent être hospitalières, elles peuvent être mixtes. Soyons inventifs et arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Quand je dis nous, je me sens des deux côtés de la barrière. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on arrête de s'opposer les uns les autres. Regardons plutôt ce que nous pouvons faire de bien ensemble. Il y avait une autre question. Les communautés... Les communautés professionnelles de territoire. Oui, c'est de ça dont je parle. Il y a des... Et les PTA, c'est quelque chose que vous continuez. Non, je ne souhaite pas trop avancer sur ce sujet-là, parce que je ne suis pas suffisamment avancée dans ma propre réflexion au sein du ministère. On y travaille. Aujourd'hui, mon urgence, c'est de construire un PLFSS qui permette l'innovation organisationnelle pour répondre aux enjeux d'accès aux soins et qui permette le financement de l'innovation. Donc, voilà. Alors, je ne suis là que depuis 2 mois et demi, 3 mois. Philippe Vermèche, oui. Philippe Vermèche. Bonjour Madame la Ministre. Donc c'est vrai, votre discours, donc, qui a quand même ratissé relativement large, répond à de nombreuses questions. En plus, mes prédécesseurs ont posé en partie celles que je voulais. Mais c'est vrai que je retiens quand même confiance, puisque ça a été le premier mot que vous nous avez dit lorsqu'on s'était trouvés, et travail et co-construction avec les médecins. Bon, c'est vrai que nous rappelons quand même que depuis 10 ans, surtout, la médecine libérale a été défavorisée vis-à-vis du secteur public, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'on nous dit, mais c'est ce que nous ressentons tous aujourd'hui. Donc, il a fallu arriver quand même à une pénurie. Excusez-moi, je vais vous arrêter. Oui. Vous voulez rentrer dans un hôpital pour savoir ce qu'ils ressentent aujourd'hui, la médecine hospitalière? Je discute, mais ils ont beaucoup de mal-être chez eux. Non, mais ils ont beaucoup de mal-être aussi tout chez le eux. monde ressent un malaise. Oui. Objectivement, Donc, il y a un la problème. médecine libérale, c'est vrai, vous avez raison, je l'entends. Mais pour ceux qui ont quelqu'un de leur famille qui travaille à l'hôpital public, allez voir le malaise. Ils ne se sentent pas privilégiés. Mais je vous ai coupé. Je vous laisse continuer. Pardon. Donc il a fallu arriver à une pénurie de l'offre médicale sans précédent pour envisager des solutions relativement dans l'urgence. Donc on a quand même un problème de prévision de ce qui se passe en matière d'offre de soins en France, autant sur l'âge des médecins, sur la répartition des médecins et ce qui se passe. Sans compter qu'il y a eu quand même un changement de paradigme vis-à-vis des jeunes qui ne s'installent plus comme leurs aînés. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour qu'on soit beaucoup plus prévisible. Vous avez raison. Je ne peux qu'aller dans votre sens. Je suis troublée, je suis là depuis 3 mois, quand même d'un manque d'anticipation depuis 10 ans ou 20 ans sur la capacité que nous aurons à organiser les soins sur le territoire. Parce que je pense qu'on n'a pas pris en compte, quantitativement par le numerus clausus le nombre de médecins. Or, ce nombre de médecins, il est un peu en décroissance, mais globalement, il se place dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une démographie médicale catastrophique, mais il n'a pas pris en compte les changements d'exercice et les changements de mentalité. Et donc, voilà. Alors c'est vrai que cette pénurie de l'offre médicale n'est pas en rapport justement avec le nombre de médecins traités. Non. Elle est en rapport avec un manque d'attractivité de la médecine libérale aujourd'hui, qui est décrié par ses opposants, non soutenu par les pouvoirs publics depuis quelques années, et de nombreuses années, et ignoré par les étudiants, puisqu'ils ne la connaissent pas pendant toutes leurs études. Donc il faut absolument, et donc ça c'est un projet quand même à relativement long terme, mais au moins sous 2-3 ans pour les derniers internes, que tous ces internes réinvestissent la médecine libérale dans leurs stages et que les médecins libéraux réinvestissent la faculté pour leur enseigner la médecine libérale à la faculté. Donc ça, c'est un problème universitaire. C'est une question? C'est une demande. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Je vais quand même vous répondre. Je vais considérer que c'est une question. Et on y a beaucoup travaillé ce matin Sur les stages. Je pense qu'on ne peut pas généraliser et simplifier à outrance cette observation. C'est totalement différent d'une spécialité médicale à une autre. Totalement. Je veux dire,
aller voir en radiologie s'il y a un problème d'attractivité de la médecine libérale par rapport à la médecine hospitalière ou en anesthésie. Donc, alors, ensuite, la médecine générale, elle monte en puissance. Mais vous ne pouvez pas généraliser comme ça. Ça n'est pas honnête, excusez-moi. Sincèrement, je crois que si nous voulons avoir un dialogue constructif, nous posons les vrais problèmes sur la table. Franchement, le problème aujourd'hui, c'est de trouver un radiologue dans un hôpital ou de trouver un anesthésiste. Les hôpitaux ne travaillent plus qu'avec des vacataires. Donc, c'est pas vrai que la médecine libérale n'est pas attractive. Donc, non, excusez-moi, il y a des problèmes d'attractivité partout selon les disciplines. Voilà. Je vais bientôt terminer. Donc cette médecine libérale que tout le monde s'accorde à reconnaître, donc est efficiente et efficace, elle doit être quand même favorisée et enseignée donc à nos étudiants. Et donc c'est vrai que je vous demandais votre philosophie justement sur la médecine libérale en tant que vecteur important de la santé de nos citoyens. Et je pense que vous avez Je vous l'ai dit, répondu. offre de stage, c'est clair, filiarisation, recherche clinique, parce que vous parliez de l'attractivité, la capacité à faire de la recherche, la capacité à être impliqué dans les évolutions du système et pas à les subir, c'est ce que je vais mettre en œuvre. Alors, encore une question. Oui, merci. Jean-Louis Bensoussan. Jean-Louis Bensoussan, MG France. À mon tour de vous remercier de votre présence et de vous remercier de répondre à ces quelques questions, parce que ce n'était pas toujours le cas de votre prédécesseur. Et je vais rejoindre Jean-Paul Ortiz, qui, pour vous féliciter pour votre courage politique sur la vaccination, parce que ce n'était pas évident de le faire aussi vite après votre arrivée. Alors, je sais que vous avez dit que vous n'aimiez pas le terme de déserts médicaux, nous non plus, mais bon, c'est celui qu'on utilise. Donc moi, je vais vous parler de la désertification médicale, qui est aujourd'hui dans certaines zones, on va dire, mais qui demain, après-demain, très vite, sera probablement dans l'ensemble du territoire. Donc il y a un premier élément, une première question, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, ce que nous connaissons aujourd'hui de ce qu'on appelle le zonage, excusez-moi si vous ne me voyez pas, je me décale, qui n'est pas en adéquation avec nos attentes, clairement. Et donc, nous vous demandons de faire revoir la copie aujourd'hui de ce zonage avec les acteurs concernés avant qu'il soit publié, parce qu'on a remarqué beaucoup de points où les choses n'étaient pas du tout en adéquation avec ce qui se passe. Le deuxième élément, c'est de redonner envie aux jeunes de s'installer en médecine générale, en libéral. Et pour ça, vous le savez, nous, MG France, on vous a envoyé encore il n'y a pas très longtemps un certain nombre de recommandations sur l'organisation territoriale. Ça implique de libérer du temps médical pour les médecins de premier recours, c'est essentiel. Et comme c'est depuis pas mal de temps pour l'hôpital, avec des plans quinquennaux pour l'hôpital, le dernier, je crois que c'était en 2012, nous vous demandons, et c'est ma question, de créer un fonds d'investissement pluriannuel pour les soins primaires. Ce fonds clairement ciblé sur l'organisation territoriale des soins de ville et pas pour autre chose, parce que le virage ambulatoire, c'est pas simplement la chirurgie ambulatoire et l'HAD, c'est aussi ce qui doit se faire en soins de ville, et donc développer, grâce à ce fonds, ce qu'on peut appeler des soins de support pour les libéraux. Voilà les deux éléments. Donc on est au début de ce quinquennat et ce changement, il est attendu vraiment beaucoup par les libéraux et notamment les généralistes. Merci Madame la Ministre. Je suis embêtée par votre question. Je vais essayer de vous donner vraiment le sens de la façon dont je veux mener l'action. Je veux mener les actions sur des objectifs partagés et des objectifs qui répondent aux besoins de la population. Aujourd'hui, si vous demandez à la population de quoi elle a besoin, elle ne vous dit pas qu'elle a besoin d'un fonds pour la médecine libérale. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On ne peut plus raisonner comme ça. Arrêtons de raisonner en fonction des opérateurs. Organisons le système en fonction des besoins de la population. Et je suis prête à financer tout ce que vous voulez sur les projets, les innovations, les organisations que vous mettez en place qui répondent à des objectifs de santé. Voilà. Mais je ne peux pas raisonner en disant « je préfère l'hôpital public et je veux la médecine libérale et ça pour les radiologues et ça pour les psychiatres et ça pour ceci ». Non, ça n'est plus adapté. Je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à raisonner collectivement sur de quoi ont besoin nos concitoyens. Nous sommes tous responsables. Mais ça rentre dans l'accès aux soins s'il y a un fonds. Mais ce fonds, il servira à payer des innovations organisationnelles dans lesquelles je souhaite ardemment
que la médecine libérale s'investisse, mais que si un médecin libéral s'investisse dans une activité libérale, dans un désert médical, en le prenant comme ça, à mi-temps avec un médecin hospitalier, je puisse financer les deux. Je veux financer le résultat. Je ne veux pas financer l'opérateur. Et donc, c'est ça que je voudrais faire passer comme information. Il faut qu'on arrête de raisonner chacun dans sa chapelle. On est tous en responsabilité. Je vais rémunérer ceux qui travaillent bien, ceux qui bougent les lignes, ceux qui sont innovants, ceux qui répondent à des objectifs, à des besoins. Et je sais à quel point la médecine prend du temps. Et je sais à quel point ce métier est difficile. Mais soyons maintenant responsables. Nous sommes en responsabilité d'une France où les inégalités d'accès sont criantes, où les inégalités de chance de guérison dans les cancers sont criantes, où les inégalités de santé sont criantes. Nous avons un défi collectif et j'en fais appel à la responsabilité collective. Et je serai au rendez-vous. Mais voilà, pas en silo. Voilà. Madame la ministre. S'il n'y a pas d'autres questions, Benoît, une question alors. Madame la ministre, il y a éventuellement une question d'une association d'usagers, Monsieur Raymond des diabétiques. Alors, Gérard Raymond, après Benoît, et moi je vous en poserai une. On a encore 10 minutes. Madame la ministre, merci de la parole. Vous savez que les rencontres des professionnels de santé libéraux s'accompagnent toujours de la présence des usagers de la santé. Je suis vice-président de la nouvelle association France Asso Santé. Je suis aussi président de la Fédération française diabétique et j'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble des professionnels de santé, mais nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Vous avez parlé d'une nouvelle gouvernance pour notre système de santé. Vous venez de parler de la responsabilité de tous à faire évoluer ce système de santé, à le transformer. Soyez persuadés que les usagers de la santé et les patients que nous sommes veulent aussi prendre une co-responsabilité dans cette évolution et dans cette transformation. Dans cette nouvelle gouvernance, vous avez dit qu'il fallait faire évoluer la place des patients et des usagers de la santé. Au-delà de la représentation, il faut parler de participation des patients. Sauf que dans la dernière loi de santé publique, la création de cette union, l'association d'usagers de la santé, s'est inscrite dans la loi. Nous souhaitons effectivement retrouver, et pouvez-vous nous donner quelques garanties là-dessus, ou quelques espoirs, de retrouver dans le PLFSS, le futur PLFSS, des encouragements à être un peu plus participants dans la gouvernance de ce nouveau système de santé. C'est une question large. Alors, d'abord, oui, je vous connais et je suis ravie de vous revoir. J'ai un vrai sentiment que nous devons faire évoluer la démocratie sanitaire. Je trouve qu'on a un modèle français qui est figé sur la question des droits des patients, alors que la place des patients va bien au-delà de simplement un regard juridique sur l'accès aux droits, la représentation dans les instances. Et je pense que les patients sont fondamentaux pour faire évoluer les pratiques. Je l'ai toujours mis en œuvre dans ma pratique professionnelle et je pense que c'est important qu'on y aille tous ensemble. Alors, est-ce que c'est un besoin de financement PLFSS? Vous me posez une question, je ne l'avais pas vue sous l'angle de... Oui, sauf que PLFSS, si ça n'est pas financier, ça n'y figure pas. C'est la définition du PLFSS, c'est que tout ce qui n'est pas financier est un cavalier et ne peut pas y figurer. Donc, comme pour moi, l'enjeu n'est pas financier, mais est un enjeu culturel et organisationnel, je ne suis pas sûre qu'il y aura des actions dédiées à cela. Pour autant, sur la démocratie sanitaire, je souhaite qu'on avance vers la démocratie sanitaire à la canadienne. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il nous faut du temps. C'est un changement culturel pour la médecine. J'ai vu des initiatives dans des maisons de santé extrêmement intéressantes avec des questionnaires de résultats des prises en charge envoyés aux malades, etc. Ça, ce sont des initiatives extrêmement utiles qu'il faut évaluer et voir si elles ont un intérêt pour la pratique et pour la qualité des soins. Voilà des choses que je souhaiterais accompagner. Alors, Benoît, plus de questions.
Benoît, une question. Merci, Madame la Ministre, pour accompagner les rencontres de la Baule depuis de nombreuses années maintenant et constater quand même, malgré peut-être... il y a une demande de question ? Ah bon, pardon. Alors. Non, vas-y, pose ta question, Benoît. Je voulais vous faire une suggestion, et peut-être un peu un rêve, mais qui va dans le droit fil de ce que vous avez indiqué vous-même, c'est-à-dire de lutter contre les silos. On a beaucoup travaillé à la Baule depuis plusieurs années sur le statut, bien sûr, du médecin libéral, mais aussi sur ce qui pouvait faire les passerelles. Ne serait-il pas temps aujourd'hui de mettre en place un chantier qui serait celui d'un statut, je dirais, tout-terrain? Alors, pour faire un peu un clin d'œil, je dirais un statut en même temps hospitalier et en même temps libéral. Quand on va dans les pays étrangers, on est très surpris, vous le faites souvent, de voir que notre approche juridique est très prédominante chez nous, l'approche par le statut. Et elle est quand même, il faut bien le dire, et vous l'avez vu dans la discussion qu'on vient d'avoir, elle nous empêche de faire beaucoup de choses. Et on a avant tout l'approche juridique. C'est quand même absolument extraordinaire que tous les médecins qui sont là, ils sont 90% de l'audience est médecine, ils ont tous fait la même école. À partir du moment où ils sortent de l'école, si certains sont libéraux et d'autres sont hospitaliers, ils deviennent, je ne dis pas des ennemis, mais en tout cas, très souvent, ils travaillent. Alors, ils se connaissent bien, ils peuvent s'entendre, mais pour travailler ensemble, ce n'est quasiment plus possible. Est-ce qu'il ne serait pas temps, alors, on ne peut pas évidemment songer à une révolution, ce serait qu'une transformation, mais au moins peut-être, ne serait-il pas temps d'inventer un statut qui puisse permettre à ceux qui le veulent dans les nouvelles générations de pouvoir faire cet exercice plus mobile, oui, voilà. tout terrain, mobile et tout terrain. Alors, est-ce qu'on peut envisager un statut unique pour les médecins? Est-ce que c'est un statut unique ou c'est un statut mixte? C'est quoi la question? C'est à vous de répondre. Mais c'est réellement une question. C'est une question d'avenir. À l'évidence, il faut qu'on ait une réflexion collective sur les aspects très statutaires qui figent le système, qui enferment chacun dans une case, alors qu'en réalité, sur le terrain, à l'échelon individuel de la pratique, on a tous des correspondants, soit libéraux, soit hospitaliers. Selon les spécialités, on travaille extrêmement bien ensemble, et heureusement. Et d'ailleurs, dans les filières de prise en charge des GHT, on peut tout à fait imaginer qu'un GHT, qui ne dispose pas de certaines spécialités médicales, utilise pour la filière de prise en charge de telle ou telle pathologie de médecins d'un exercice libéral. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à des modes d'organisation qui répondent en fait à un besoin. Donc c'est toujours pareil, je pense que ça répond à un besoin, que c'est une vraie question d'avenir. Alors, vous avez, dans votre discours, parlé de responsabilité territoriale pour les médecins libéraux, de responsabilité populationnelle. Ce qui je suis très prudente sur populationnel parce que certains entendent capitation. Donc, comme ce n'est pas le sujet, je ne veux pas l'utiliser. Donc, pour moi, c'est plutôt... Enfin, vous avez cité populationnel. Je l'ai dit, mais en le disant, après, j'ai dû dire territorial parce que l'idée n'est pas la capitation. Ce n'est pas le sujet. C'est que simplement, quand on est médecin dans un territoire et qu'à 50 km de là, on sait qu'il y a 3 médecins qui partent à la retraite, qu'il n'y a personne pour les remplacer, comment on fait collectivement pour dire sur ce bassin de population qui s'y colle, comment on s'y colle, comment on s'entraide? C'est ça la responsabilité territoriale. Alors, populationnelle, mais pas dans le sens chacun doit avoir ses 500 patients. C'est pas ça. D'accord. Et comment on peut avancer? Parce que c'est ça le sujet. C'est ce qui sera l'objet de mon plan. Alors, les étudiants en santé, allez, encore une dernière question, les étudiants en santé vont aller diffuser la bonne parole au niveau de la prévention dans toute la France, dans les écoles. C'est prévu pour le printemps 2018? Les premières expérimentations, parce que ça prend du temps, il faut former les gens, il faut savoir qui on cible, il faut savoir si c'est d'aller passer une journée dans une école ou si c'est 3 mois de stage dans une entreprise. Donc tout ça n'est pas calé. Une mission débute pour identifier les bonnes cibles pour la prévention de ce service sanitaire en santé, pour évaluer le temps qui doit y être dédié, le format et les outils. Parce qu'on ne va pas envoyer 45 000 étudiants en santé sans être équipés, sans être formés, à porter une bonne parole dont on ne sait pas ce qu'elle sera.
J'ai quand même un enjeu de qualité derrière, hein, dans le message qu'on va porter. Donc tout ça ne peut pas se mettre en place en un jour. Une mission dirigée par M. Loïc Vaillant démarre. Je lui demande un rapport en décembre pour des premières expérimentations en mars 2018. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup vous. d'être venu, d'avoir répondu aux questions.